Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Sunday Night Production. Dans cet épisode, nous allons vous plonger en plein cœur des rues de Londres pour vous faire vivre de l'intérieur l'un des marathons les plus spectaculaires de la planète. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial puisque je suis actuellement à Londres pour assister au mythique London Marathon et à l'heure où j'enregistre cet épisode, il est précisément 11h du matin et on est samedi et comme beaucoup de coureurs aujourd'hui, je me dirige dans l'est de Londres à plus d'une heure du centre-ville pour rejoindre l'Excel London qui n'est autre que le centre international d'exposition et c'est là que tous les participants et participantes vont aller chercher leur dossard. Alors, je suis déjà venu à Londres, mais jamais pour assister au marathon. Et beaucoup de spécialistes du marathon m'ont dit que c'était probablement le marathon le plus impressionnant du monde. D'ailleurs, l'épreuve est réputée pour son ambiance légendaire, avec près de 1,5 million de spectateurs tout au long du parcours. Et c'est sûrement le marathon où vous êtes le plus encouragé de la planète. Au départ de la course, presque 45 000 participants, 150 nationalités y sont représentées et c'est aussi probablement, avec le marathon de New York, la course la plus chère à organiser, notamment en raison de la logistique qui est impressionnante, mais aussi en raison de son plateau élite, où là, cette année, on a quasiment tous les meilleurs marathoniens et marathoniennes du monde, à l'exception peut-être d'Eliud Kipchoge, mais on reviendra tout à l'heure dans l'émission sur les coureurs. Bref, autant vous dire que ça va être un marathon hors norme. Pour l'instant, je file au salon du running prendre un peu la température et j'espère pouvoir d'ailleurs croiser quelques francophones pour leur poser quelques questions. Eh bien, on se retrouve là-bas. Ça y est, je viens d'accéder au London Marathon Expo, c'est l'équivalent du salon du running pour nous les Français. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, l'organisation, elle est impeccable. Il y a beaucoup de monde en ce samedi matin et pourtant, allez, en à peine 10 minutes, on est rentré très facilement dans le salon, donc pas de longue file d'attente comme on peut voir chez nous en France et ça, c'est quand même très très agréable. Après, je sais pas comment c'est en plein après-midi, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très fluide, même si encore une fois, il y a énormément de monde. Toute la première partie de ce salon, elle est dédiée à la récupération des dossards. Alors c'est vraiment tout rose puisque le rose étant la couleur officielle de ce marathon. Et ensuite on est plongé dans l'immense boutique New Balance qui est le partenaire équipementier de la course. Et là vous avez mais alors une multitude de produits dérivés, des t-shirts, des mugs, des débardeurs, des survêtements. Il y a énormément de produits pour satisfaire tout le monde. Et ensuite, eh bien, c'est un salon assez traditionnel avec les différents stands. Rien d'exceptionnel. On est plutôt sur quelque chose d'assez proche de ce qu'on va avoir à Paris ou à New York. Bon, je vais essayer d'aller trouver quelques Français. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça parle beaucoup français dans le salon. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à trouver quand même quelques francophones. Je vous dis à tout de suite. Alors je suis avec Julien qui va courir demain le marathon de Londres. Julien, je crois que toi tu es plutôt un coureur récréationnel si j'ai bien compris. C'est ça, c'est exactement ça. J'y vais pour visiter Londres en fait. J'y vais parce que ça fait au moins 30 ans que je ne suis pas allé sur Londres. Donc j'avais l'objectif de me dire je vais visiter. Je suis venu pour profiter et pour prendre du plaisir en fait. Après aujourd'hui si je le finis tant mieux. Si je le finis, mon objectif c'est de le finir. Marche ou course mais je vais prendre du plaisir. Le finir, c'est ça. J'espère que tu seras finisher. Tu as déjà fait des marathons ou c'est ton premier ici à Londres ? Alors c'est mon premier marathon. J'avais déjà fait un semi-marathon et Paris-Versailles qui étaient deux courses magnifiques. Paris-Versailles, quand on arrive sur le château, c'est magnifique. Et voilà, c'est un objectif personnel. Il faut s'en donner de temps en temps. Alors, commencer son premier marathon par le marathon de Londres, c'est quand même le Graal. Bravo. Est-ce que tu te sens bien quand même ? Est-ce que tu penses que tu as les jambes pour demain ? J'ai un peu de crainte pour demain. Parce qu'en plus j'ai le train à prendre donc il faut que j'arrive avant le train. Donc j'espère de le finir. Du coup à la base je voulais préparer sur un temps de 4h, 4h15 parce que j'ai quand même un historique sur la course. Mais là avec quelques problèmes de santé au niveau du dos, je vais juste le finir. Du coup j'essaie de le faire avant 5h
et j'appréhende un peu. Le marathon, j'appréhende. Bon bah écoute, je te souhaite de bien profiter de la ville, de la découvrir. Bonne course à toi. Merci. Laissez-moi maintenant vous présenter un peu l'histoire de ce marathon de Londres et figurez-vous que tout a commencé en 1978 dans un pub anglais, le Distart Armens, qui est situé à côté de Richmond Park. Et ce pub, eh bien, c'était le QG d'un club d'athlétisme local où chaque mercredi soir, les coureurs de ce club, eh bien, ils aimaient se retrouver après leur séance pour boire des pintes et sûrement débriefer aussi de la séance du jour. Et dans ce groupe qui se retrouvait chaque mercredi soir, eh bien, il y avait quelques coureurs qui avaient participé au marathon de New York et ils n'arrêtaient pas d'en parler. C'était vraiment le sujet de prédilection de ce groupe d'entraînement, ce marathon de New York. Et pour cause, il faut dire qu'à cette époque, eh bien, le marathon de New York, c'était quelque chose de complètement dingue, complètement différent des marathons qu'on pouvait avoir au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, je vais citer l'un des organisateurs de ce marathon de Londres qui disait qu'à l'époque, en Angleterre, il y avait seulement une poignée de spectateurs et quelques vaches qui regardaient une vingtaine de marathoniens se promener au bord des routes et des campagnes. Donc imaginez-vous que pour eux, le marathon de New York, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Et du coup, après plusieurs semaines à écouter ces récits de course, eh bien, deux coureurs de ce groupe, à savoir Chris Bradsher, qui était un ancien champion olympique d'athlétisme sur 3000 mètres steeple, et John Dinsley, qui lui était journaliste et coureur amateur, eh bien, ils décident d'aller eux aussi à New York, histoire de voir de leurs propres yeux à quoi ressemble ce marathon. Du coup, tous les deux, ils vont se lancer dans un plan d'entraînement pour préparer ce fameux marathon de New York et ils vont participer à l'édition de 1979 du marathon de New York. Et là, pour eux, c'est une claque. C'est la première fois qu'ils découvrent un marathon de masse en milieu urbain et donc ils sont émerveillés par les sites touristiques que traversent les coureurs et bien sûr aussi par les spectateurs qui les encouragent, mais aussi, et ça ils le disent très bien, la bienveillance qui régnait entre les coureurs, les encouragements, le fait que chacun s'entraidait. C'est vrai qu'à l'époque il y avait cet esprit d'entraide un peu comme ce qu'on peut retrouver sur trail des pionniers du marathon. Bref, ils ont tellement aimé cet événement, ils l'ont tellement trouvé formidable que quelques semaines plus tard, Dinsley, eh bien, il se met en tête d'organiser la même chose à Londres. Et pendant un an, ils vont tous les deux monter ce projet, ils vont présenter un plan du parcours au service des sports de la mairie de Londres. Ils vont ensuite faire approuver l'événement par la police et même trouver des partenaires qui se disent prêts à financer ce tout premier marathon londonien. Et leur rêve se réalise précisément le 29 mars 1980. C'est la date à laquelle a eu lieu le tout premier marathon de Londres, avec quand même déjà au départ de cette première édition 7741 participants. Donc c'est quand même beaucoup pour un premier marathon et un budget qui atteignait les 75 000 livres en plus des frais qu'ils avaient récupérés de la vente des dossards. Ils ont dû ajouter 75 000 livres et à l'époque en Europe c'était une somme énorme. Aujourd'hui le marathon de Londres c'est plusieurs dizaines de millions de livres, mais voilà, à l'époque 75 000 livres c'était vraiment déjà un énorme budget. Bien sûr depuis le marathon de Londres il a cessé de grandir pour devenir l'un des plus prestigieux du monde et certainement aussi l'un des plus iconiques. Je vous propose maintenant qu'on aille se balader pour le salon. J'ai promis à Fred de lui rapporter une petite veste officielle du Marathon de Londres 2023. Donc je vais aller faire un tour du côté du merchandising et puis je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Alors je suis avec Maïva. Maïva, c'est une Française qui a fait le déplacement à Londres sur le marathon pour travailler puisque toi tu bosses sur le stand de New Balance. Alors il y a énormément d'articles. Je t'avoue que moi je suis un peu jaloux parce qu'au marathon de Paris on n'a pas autant de produits dérivés et tout. Et vous êtes déjà en rupture de stock. Là on est samedi matin, il y a déjà quasiment plus de vestes, il y a plein d'articles qui sont sold out. Vous vous êtes fait dévaliser là. Oui, alors effectivement, on est plusieurs employés de New Balance partout en Europe à être venus travailler aujourd'hui. C'est quand même une récompense pour nous aussi de travailler sur le marathon de Londres. Et effectivement, je crois que dès le deuxième jour, on avait beaucoup de ruptures de stock. On a réussi à être réapprovisionné grâce au magasin anglais. Et voilà, donc c'est vrai qu'on nous demande pas mal de textiles et de chaussures pour le marathon du coup. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de ruptures. Est-ce que tu l'as déjà couru le marathon de Londres toi ?
Non, je ne l'ai jamais couru, mais je pense que c'est mon prochain objectif. J'ai couru Marseille-Cassis, donc j'ai eu la chance de le courir cette année. J'ai adoré cette course, surtout avec le dénivelé. J'habite dans les Pyrénées, moi, donc j'aime bien un petit peu les montées et les descentes. Et j'espère, ça me donne envie, en tout cas, en voyant tout le monde, de le faire l'année prochaine. Donc je pense que je postulerai. Et puis faire le marathon de Londres en travaillant chez New Balance, c'est aussi une belle expérience et une belle récompense. Bon bah merci d'avoir répondu à quelques questions. Je te retiens pas plus longtemps parce qu'il y a énormément de monde et je vois qu'il y a des gens qui attendent pour des renseignements. Merci de t'être prêté au jeu et puis je te dis bon retour en France. Oui, merci à toi aussi, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ça y est, je viens de sortir à l'instant du parc des expositions. Je peux vous dire que ça grouillait de monde. Alors c'est vrai qu'on rentre facilement, c'est plutôt bien organisé, mais ensuite le salon il est quand même condensé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde. Il y a de la musique techno des années 2000. Je peux vous dire que ça casse assez les oreilles. Franchement, on vous le recommande à chaque fois, mais c'est vraiment important. Essayez le plus possible de venir, pourquoi pas le vendredi, le samedi matin à la rigueur très très tôt, mais vraiment évitez après 11h du matin parce que vous allez y laisser beaucoup d'énergie. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller retrouver Alix. Alors qui est Alix ? Alix est une auditrice du podcast. Il y a quelques jours, on a lancé un petit sondage sur Instagram pour savoir si certains d'entre vous vivez à Londres et connaissez bien la culture du running local. Et Alix, ça fait 4 ans qu'elle est installée à Londres. Elle est même licenciée dans un club d'athlétisme londonien. Elle connaît parfaitement les communautés de coureurs. Elle a participé aussi une fois au marathon de Londres. Donc elle va nous expliquer aussi comment on fait pour avoir un dossard, puisque croyez-moi, on a croisé très très peu de Français. C'est vraiment l'un des dossards les plus compliqués à avoir, certainement le plus compliqué à avoir sur le circuit World Marathon majeur. Et bien sûr, elle va aussi nous parler de ce parcours, de l'ambiance, de tout ce qu'il faut savoir pour pas tomber dans les pièges de ce marathon londonien. Bref, on va tout savoir sur cette course mythique. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose d'aller retrouver Alix dans un bar. A tout de suite. Alix ? Salut. Salut Guillaume. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, ça roule, enchanté. Salut Alix, merci beaucoup de t'être rendu disponible, je suis très content de t'avoir trouvé. Alors je crois que toi ça fait presque 4 ans, tu as habité 4 ans à Londres, c'est ça ? C'est ça, j'ai habité ici de 2018 à 2022, j'ai fait mes études pendant 3 ans et j'ai travaillé 1 an à Londres. Alors qu'est-ce qui t'a attiré dans cette capitale britannique ? Alors vu que je suis venue pour mes études, au début c'était le niveau des écoles, donc j'avoue que c'était pas du tout par rapport à la course à pied, c'était vraiment au niveau scolaire. Et du coup, toi, tu m'as dit que tu étais une coureuse, plutôt une coureuse expérimentée, puisque je crois que tu as un record en moins de 3 heures sur marathon, donc c'est bien, surtout que tu es quand même assez jeune. Et je crois qu'avant, tu étais licencié dans un club d'athlètes, le Racing 92, je crois. Le Racing Club de France. Racing Club de France, donc quand même une belle écurie avec pas mal de coureurs et de coureuses de très bons, voire de haut niveau. La première question que j'ai envie de te poser, Alix, est-ce qu'il y a une forte culture du running ici en Angleterre et plus particulièrement à Londres ? Est-ce que les Londoniens sont sportifs ? Est-ce que le week-end on va voir des gens courir ? Comment est-ce que tu évalues ça, toi, l'amour des Anglais pour la course à pied ? Alors moi je dirais qu'il y a une grosse culture de course à pied à Londres. Londres, c'est une ville qui est très grande et du coup, on a vraiment des parcs super pour faire des footings super sympas. La culture de la course à pied est hyper inclusive parce qu'on a ce système de park run. Donc, c'est des 5 km gratuits à 9h dans plein de parcs tout autour de l'Angleterre. Et il faut pas de certificat médical pour en faire partie. On peut vraiment y aller même si on veut marcher. Donc, je dirais que la culture de course à pied est vraiment grande à Londres. Alors tu nous parles des parkruns. Les parkruns, alors si je parle sous ton contrôle, mais dans quasiment chaque parc en Angleterre, il y a des 5 km qui sont organisés, qui sont chronométrés. N'importe qui peut venir se présenter et hop, on va courir un 5 km comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est ça. Et en fait, tous les participants ont un code barre. Donc à la fin, ils finissent leurs 5 km, ils donnent le code barre et ensuite ils ont leur chrono qu'ils peuvent aller voir sur un site en ligne. Et vu que c'est gratuit, c'est hyper accessible. Et c'est un moment où les personnes se réunissent et aillent et font un petit footing, quoi. Et donc, si nous, un Français vient en Angleterre un week-end, il peut se renseigner, tu as parkrun et il peut venir faire ce petit 5 km comme ça avec d'autres Anglais ou d'autres personnes qui sont présents. Il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tous. C'est ça, et même si on n'a pas de code barre, on peut les faire et il n'y a aucun problème. Il y a juste à regarder sur le site et essayer de trouver le parc le plus proche pour y aller.
les spots un peu de prédilection, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et auditrices s'ils viennent faire un petit week-end à Londres pour courir? Selon toi, quels sont vraiment les spots incontournables où il faut faire quelques entraînements? Alors, on va commencer déjà avec les parcs dans le centre de Londres, donc Hyde Park, Green Park et St. James's Park. C'est vraiment les plus accessibles parce qu'ils sont au centre et les gens ils vont même pour aller faire de la marche dans la journée. Ensuite, si on s'écarte un peu du centre de Londres, il y a Richmond Park et Hampstead Heath qui sont vraiment des parcs super parce que une fois qu'on est dedans, on n'a même plus l'impression d'être en ville. Donc, si vous avez un peu plus de temps, je vous conseille d'y aller. Et ensuite, si vous voulez faire une séance, je vous conseille Battersea Park. C'est un parc plat, hyper roulant et vraiment parfait pour faire des séances de fractionnés. Et mon dernier conseil, ce serait le long de la Tamise parce que il y a plein de places et vous pouvez aller super loin, donc n'hésitez pas. Et niveau sécurité, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience négative. Bon, après, je cours souvent avec d'autres personnes, donc ça, peut-être que ça me rassure. Mais souvent, c'est des parcs très grands et exposés, donc il y a pas, je me suis jamais sentie en sécurité. Et toi, donc, du coup, tu as été licencié dans un club indépendant de ton université ou c'était le club de ton université? Alors, au début, c'était que dans mon club d'université. Et ensuite, une fois que je suis partie, j'ai été licenciée dans un club en dehors qui s'appelle Belgrave. Alors quand on pense à l'université, évidemment on va penser peut-être au système américain. Je ne sais pas si tu connais le système américain, mais c'est vrai que là-bas le sport universitaire est extrêmement important. Il y a des gens qui ont des bourses. Il y a beaucoup de coureurs français aussi qui vont s'expatrier aux États-Unis, justement rejoindre des grandes écoles, Boston, où ils vont, quand ils ont des très bons niveaux, ils vont pouvoir avoir leurs études qui peuvent être même financées par l'État américain. Mais il y a aussi une pression qui est mise sur les athlètes, sur les étudiants pour avoir des résultats parce que les universités sont un peu en concurrence, il y a les championnats entre universités. Est-ce que c'est le même principe en Angleterre? Est-ce qu'il y a un sport universitaire où vraiment qui va pousser à la performance ou c'est un peu plus comme l'UNSS en France, un peu plus à la cool? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment est organisé le sport universitaire en Angleterre? Alors je dirais que c'est entre la France et les États-Unis parce qu'il y a certaines universités en Angleterre comme Loughborough ou Birmingham qui ont des programmes de sport, surtout dans la course à pied, de très haut niveau. Donc là, on retrouve des internationaux dans ces écoles, par exemple, qui font non seulement du sport, mais aussi des études. En revanche, par exemple à Londres, les universités qu'on retrouve n'ont pas ce niveau-là, l'athlétisme n'est pas autant poussé. Donc voilà, ça dépend vraiment des écoles. Alors justement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as été bien intégré dans ce club anglais? On sait que les Français, parfois, ils ont une réputation, ils aiment bien être un petit peu taquins avec nous, nos cousins d'Angleterre. Est-ce que toi, tu as été tout de suite intégré, bien intégré? Comment ça s'est passé un peu de franchir le pas dans un club anglais? Alors oui, moi j'ai été très bien intégrée parce qu'en fait je connaissais déjà des personnes, donc ça a aidé bien sûr à l'intégration. Je connaissais aussi déjà plutôt Londres, donc je connaissais les bons spots pour courir et tout. Et une fois qu'on est intégré dans le milieu de la course à pied, on connaît déjà plein de personnes et donc au final l'intégration s'est très bien passée. Et vu que c'est un gros club, on trouve très facilement des gens qui ont notre niveau pour courir avec. Justement, est-ce que tu as noté des différences peut-être dans la culture de la course à pied, la manière de s'entraîner? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, faire des séances un peu différentes? Est-ce qu'ils vont faire beaucoup de pistes? Est-ce qu'ils vont, même la récupération entre les séries, est-ce que ça va différer? Est-ce que tu as noté comme ça peut-être des manières d'entraîner différentes par rapport à la France, vu que toi tu as testé les deux clubs, les deux visions de l'entraînement? Est-ce que c'est la même chose ou tu as vu des trucs un peu différents? Alors le mardi est un grand jour dans la semaine parce que c'est vraiment le jour où il y a la grosse séance dans la semaine. Donc je dirais que c'est le jour où vraiment tout le monde se réunit pour faire une grosse séance. Alors par rapport à la séance même, je dirais qu'il n'y a pas tant de différence avec la France. C'est des 400, des 800, exactement. Des 500, des 200 mètres, ça change pas. C'est ça. Après je dirais l'hiver on est plutôt on est moins sur la piste parce qu'on prépare plutôt la saison de cross qui est une grosse saison en Angleterre et l'été on décale sur la piste.
Alors justement, tu parles du cross-country. Effectivement, le cross-country, c'est une discipline qui est née ici en Angleterre à la fin du 19e siècle. Il paraît qu'il y a une grosse culture du cross-country. Alors cet hiver, on était à Ploué. Nous, en Bretagne, c'est pas très loin d'ici. C'est ce qu'il y a de plus au nord en France. Et on a senti aussi cette ferveur du cross. Est-ce qu'en Angleterre, le cross, c'est quand même une religion ? Ah oui, carrément. Déjà, pour se qualifier aux championnats nationaux de cross, il y a pas de qualification, donc n'importe quelle personne peut y arriver. Donc c'est vachement inclusif. On trouve des élites tout au devant de la course, mais on peut aussi trouver des personnes qui sont vraiment juste pour s'amuser à la fin. Donc voilà, donc la culture de cross est vraiment très 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 grande. Il y a environ 7 crosses, on dirait, pendant la saison, donc il y a de quoi faire. Ça fait beaucoup. Et je crois aussi que la saison de cross commence très tôt. Nous, généralement, les crosses, ça va commencer plus tôt, à partir de janvier, février. En Angleterre, c'est beaucoup plus tôt. Oui, à partir d'octobre. Bon, pas aussi tôt que les États-Unis, mais de octobre à janvier environ. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est en septembre, je crois. En parlant de séance, je crois qu'il y a un peu le culte de la sortie longue, qu'on appelle le long run, je crois, en Angleterre le dimanche. Et ça, c'est vraiment une tradition pour les coureurs, le long run. Oui, c'est ça. C'est souvent des amis qui se rejoignent, qui sont pas nécessairement dans le même club, mais qui veulent faire une sortie longue ensemble. Et moi, dans mon expérience, souvent le dimanche, après un long run, on allait bruncher ou passer un moment ensemble. Ça, c'est une particularité en Angleterre, c'est que les clubs se mélangent beaucoup. C'est vrai que en France, chaque club va faire les séances entre elles, avec le petit groupe. Chacun va rester un peu entre soi. Alors qu'en Angleterre, on n'hésite pas à se retrouver justement pour les long runs le dimanche ou pour certaines séances où les clubs se mélangent. Ça permet de créer un peu de densité. Ça permet Ça, c'est des choses qui sont assez courantes en Angleterre. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est mon expérience personnelle, mais moi, souvent, je retrouvais plein d'amis qui étaient licenciés dans d'autres clubs. Et souvent, sur les courses, pareil, même si c'est une compétition où les clubs sont l'un contre l'autre, on se retrouvait et on passait un moment ensemble. Est-ce qu'on mange bien en Angleterre ? Est-ce que la nourriture, elle est adaptée à une sportive comme toi ? Est-ce que tu as peut-être des petites adresses sympas à partager avec nos auditeurs ? On mange très bien à Londres. On peut trouver n'importe quelle nourriture, indien, italien, chinois. Vraiment, il y a de tout car c'est une ville très internationale. Moi, je vous conseille, si vous voulez un bon indien, Dishoom. C'est une chaîne et c'est très bon. Bon, écoute, à tester. Alors la nourriture indienne, si on n'est pas habitué avant le marathon, c'est pas forcément ce qu'on recommande, mais pourquoi pas après ? Ça peut être toujours sympa. Justement, en parlant de marathon, alors toi, tu fais partie des chanceuses qui ont réussi à avoir un dossard. Comment est-ce que tu as fait d'ailleurs pour avoir ton dossard ? Parce que c'est quand même pas évident d'avoir ce précieux sésame. Alors moi, j'ai réussi à avoir une entrée spéciale qui s'appelle la Championship Entry. Et en gros, j'ai dû courir un semi-marathon sous un chrono demandé en moins d'1h28. Et ensuite, si je courais ce chrono, j'avais une place automatique. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, c'est pas la seule façon d'avoir un dossard pour le marathon de Londres. On peut aussi courir pour une association caritative. Et récolter une certaine somme d'argent. Et la dernière façon, c'est un tirage au sort. Donc, il faut espérer et avoir de la chance pour avoir son dossard. Alors, tu parles de la dimension caritative. Donc, si on court pour une association, on va pouvoir obtenir ce fameux précieux sésame. Et c'est vrai que ça, c'est une particularité du marathon de Londres. C'est que la dimension associative, elle est extrêmement importante, voire même a fait partie de l'ADN de ce marathon, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et le jour du marathon même, toutes ces associations viennent sur le parcours pour encourager les coureurs qui ont soutenu cette association. Donc on retrouve plein de gens, même qui ne sont pas nécessairement passionnés pour la course à pied, mais qui soutiennent cette association. Il paraît qu'il y a vraiment un monde complètement fou, complètement dingue. Et on a vu tout à l'heure, on s'est baladé un peu, on a vu tous les espaces, les tribunes. C'est incomparable avec ce qu'on peut avoir en France. J'ai l'impression qu'il y a 5-6 fois plus de monde. C'est vraiment la folie pendant le marathon. Oui. Après, moi, les deux marathons que j'ai vécus, c'est le marathon de Londres en tant que coureuse et le marathon de Paris en tant que spectateur. Et c'est vrai que le marathon de Londres, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde.
Alors justement, toi qui as couru ce marathon, c'est vrai qu'il n'a pas forcément la réputation d'être un marathon facile, d'être un marathon roulant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu penses que c'est un marathon qui est propice à la performance ou on vient plutôt ici pour l'expérience, pour se faire plaisir? Alors moi, je dirais qu'il est plutôt propice à la performance. Il y a quand même Paula Radcliffe qui a détenu le record du monde pendant 16 ans sur le marathon de Londres. Moi, je dirais que c'est un parcours plutôt roulant. Le marathon, il commence à l'est de Londres, à Greenwich, et ensuite reste au sud de la Tamise, traverse la Tamise sur Tower Bridge, là où il y a énormément de monde. Ensuite va vers Canary Wharf avant de revenir à l'ouest de Londres le long de la Tamise et arriver au Big Ben et à Buckingham Palace. Donc moi c'est un parcours où j'ai pris vraiment de plaisir parce qu'on passe par tous les grands monuments de Londres et c'est un parcours qui est très bien pour les spectateurs. Est-ce qu'il y a quelques pièges, quelques difficultés, quelques parcelles peut-être un peu techniques? On parle souvent, par exemple, pour le marathon de Paris, des fameux quais avec ces tunnels et ces montées et descentes, la fameuse petite côte aussi à Auteuil. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites particularités sur ce parcours que toi tu as noté? Alors tout au début du marathon, c'est vrai qu'il y a une grosse descente et donc les coureurs ont tendance à s'emballer et à partir très vite. Ça peut être une erreur parce que il faut tenir 42 km. Donc je dirais que ça c'est un endroit où il faut faire attention. Ensuite c'est vrai on passe sous quelques ponts, donc il y a quelques montées, mais c'est vrai que c'est pas aussi prononcé qu'à Paris. Donc pour toi c'est tout à fait possible de venir ici et faire une performance? Oui, carrément. Bon écoute, je vais pas te retenir plus longtemps Alix. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nos auditeurs ton expérience et puis voilà ce que tu as vécu, ton expérience à Londres en tant que coureuse. Et puis je te dis peut-être à demain sur le parcours maintenant que la fête commence, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Bon, je viens de quitter Alix, il commence à faire tard, donc ce que je vous propose, je vais aller me reposer histoire de bien être en forme pour demain matin puisqu'on va se lever assez tôt et puis on se retrouve nous sur la ligne de départ du London Marathon, on sera plongé dans l'ambiance et puis je vous dis à tout de suite. Ça y est, on y est, jour de course. Je suis actuellement à Greenwich Park, il est un peu plus de 8h du matin et à 9h30, les élites féminines partiront. Ensuite, une demi-heure après, un peu moins d'une demi-heure après, c'est le départ des élites masculins. L'avantage à Londres, c'est que la course commence assez tard. On peut faire la grasse matinée et ça fera plaisir aux plus grands dormeurs d'entre vous. Alors actuellement, je suis dans un petit parc à côté d'une église. C'est une petite ville comme ça de banlieue, en périphérie de Londres. C'est plutôt bucolique, ça me fait penser un peu au départ du marathon de Boston. On est très loin de l'ambiance des Champs-Élysées. On va essayer de rejoindre la ligne de départ. Je vous avoue que ça va pas être forcément très évident puisque malheureusement l'organisation du marathon de Londres nous a pas forcément facilité la tâche. On n'a pas réussi à avoir nos accréditations, donc voilà, on va essayer de se débrouiller comme on peut, mais on va se démener pour vous faire vivre ça au plus près. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, on a réussi à s'introduire dans l'espace hospitality et dans l'espace presse. Ne me demandez pas comment on a fait pour y arriver, je ne saurais pas vous dire puisqu'on n'a aucune accréditation. Mais voilà, quand je vous dis qu'on prend tous les risques pour vous offrir le meilleur spectacle, eh bien je ne vous mens pas. Eh bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour les départs. Je vous dis à très vite. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est cette ambiance de fête sur la ligne de départ. Il y a des orchestres, il y a des musiciens, il y a des speakers qui mettent l'ambiance. C'est un peu moins solennel que ce que nous on peut avoir en France. Moi j'adore. J'espère que ça vous plaît, que vous profitez bien de l'ambiance. One of the greatest track athletes of all time and the second fastest marathon in history for Ethiopia, Kenenisa Bekele. The world champion representing Ethiopia, Tamirat Tola. Stand by with the volume. 6 times the world champion on the track. 4 times the Olympic gold medalist and the British marathon record holder, Sir Mo Farah. Stand by, we're ready to race. Cue the scary heartbeat.
Good luck, everybody. Ça y est, l'édition 2023 du London Marathon est lancée et à mon avis, on va assister à une superbe course. En tout cas, sa réponse tout à l'heure. On va profiter d'un petit moment de calme pour parler de chiffres, pour parler un peu d'argent. 350 000 livres seront distribués aux vainqueurs de la course. Femmes, hommes, athlètes handisport, c'est je crois la parité totale sur cette édition-là. Les 10 premiers finishers seront rétribués économiquement. Et combien ça coûte d'organiser ce marathon de Londres? Eh bien, le chiffre sont pas voilà, vraiment officiels. C'est certainement plusieurs dizaines de millions de livres. C'est beaucoup plus que le marathon de Paris parce que la logistique est impressionnante. Il faut savoir que vous allez avoir des barrières quasiment tout au long du parcours. Vous allez avoir aussi au niveau technique, c'est impressionnant. Il y a des écrans partout. Voilà, c'est des moyens qui sont énormes, même au niveau audiovisuel. Vous avez des caméras sur rail au début et à l'arrivée de la course. Il y a des caméras sur grue. Il y a des hélicoptères pour les prises d'images en hauteur. Et la course est diffusée tout au long de la journée. C'est pas seulement le matin pour les élites, c'est vraiment tout au long de la journée. Sur BBC Sport, vous allez retrouver le marathon avec les coureurs amateurs aussi, dans une ambiance conviviale. Combien ça coûte de participer au marathon de Londres? Eh bien, le dossard, il n'est pas excessivement cher. 125 livres, donc c'est même l'un des moins chers, je pense, pour un marathon majeur. On est dans la fourchette plutôt basse même des grands marathons européens. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir un dossard. Il faut participer à une loterie et il y a très peu de dossards qui sont mis à disposition des Français. Pour les Français, donc c'est compliqué. Un moyen qui existe, c'est pouvoir passer par un tour opérateur. Mais là, le prix, c'est pas le même. C'est 1350 voire 1500 € après en fonction des options. Donc voilà, c'est pas un rêve qui est à portée de tous, mais on vous le souhaite d'y participer parce que franchement, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est un marathon exceptionnel. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur le parcours pour d'autres points. Je suis environ à mi-parcours et il y a déjà quelque chose que je remarque, c'est qu'il y a énormément de coureurs et de coureuses déguisés. Et quand je vous parle de déguisements, c'est pas des déguisements, d'infirmières ou de pompiers. On est vraiment sur des déguisements complètement improbables. Et d'ailleurs, petite info insolite, cette année, il va y avoir 73 tentatives de record du monde au Guinness Book des records qui vont essayer d'être battus sur l'édition 2023 du marathon. Et d'ailleurs, il y a même toute une équipe du Guinness Book qui est présent justement pour certifier et valider tous ces records. Ces records, c'est des choses parfois un peu absurdes, comme par exemple le marathon le plus rapide couru avec des clubs de golf, le marathon couru à quatre pattes, ou encore le marathon le plus rapide fait en pyjama, ou encore en déguisement de dinosaure 3D. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire les Anglais. Alors, c'est de l'humour britannique, attention, voilà, il faut garder ça en tête, mais ils adorent ça. Je sais pas c'est trop quoi leur délire avec ça, mais en tout cas, c'est plutôt rigolo, ça met de l'ambiance. Ils sont beaucoup encouragés tout au long du parcours. Donc 73 records du monde sur l'édition 2023. Comme quoi, il y a des records pour tout. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors je me trouve actuellement sur Bucherno au 21e miles et ici c'est le Rainbow Row. Alors qu'est-ce que c'est que le Rainbow Row? Eh bien en fait sur 250 mètres, cette ligne droite est dédiée à la communauté LGBTQIA+. Et donc vous allez retrouver des drapeaux tricolores, des DJ, il y a pas mal d'animations et les coureurs vont passer dans cette zone qui est faite, je cite, les organisateurs faite pour donner de l'énergie et de l'inspiration sur l'un des passages les plus difficiles du parcours et aussi unifier toutes les communautés. Alors c'est vrai que dans le monde du sport, malheureusement encore aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous, notamment autour de l'orientation et de la préférence sexuelle. Donc ce genre d'initiative, ça permet aussi de libérer la parole et de démocratiser toutes les problématiques autour de cette communauté LGBTQIA+. Il faut savoir aussi que les organisateurs offrent la possibilité aux personnes de s'inscrire soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, mais aussi en tant qu'athlète non binaire. Et cette année, 118 personnes se sont inscrites ou inscrites, du coup je ne sais pas comment il faut dire, dans cette catégorie. Je me trouve actuellement sur la finish line du London Marathon et c'est Sifan Hassan chez les filles qui vient de s'imposer. Alors Sifan Hassan, c'est pas n'importe qui, c'est la championne olympique du 10 000 et 5 000 mètres. C'est vraiment un monstre sur la piste.
piste, elle est hollandaise. Et cette année, je sais pas, elle a eu envie de s'essayer sur marathon. Alors elle a un peu fanfaronné pendant la conférence de presse. Elle a dit qu'elle était venue sans vraiment avoir adapté son plan d'entraînement au marathon. Elle dit que sa priorité ça reste la piste. Elle a fait quelques sorties longues mais pas plus. Alors est-ce que c'est vrai? Moi je doute qu'une athlète comme Sifaa Hassan arrive un peu en touriste sur un marathon comme le marathon de Londres avec tout l'attrait médiatique qu'il y a autour. Mais voilà, je pense qu'elle n'a pas non plus fait une prépa ultra spécifique. C'était pas son principal objectif. Mais en tout cas elle est partie dans le peloton de tête. Ensuite au 17e kilomètre, et c'est peut-être ça ce manque de prépa, des crampes. Elle a eu des crampes, donc elle a un peu décroché la tête de course, mais elle est revenue assez accrochée. Elle est revenue au 40e kilomètre. Ça c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, on voit plutôt ça dans le vélo. Et donc elle est remontée sur les coureurs et elle a réussi à raccrocher le wagon juste avant la course. Un petit groupe de 3 coureuses s'est détaché et ça a fini quasiment au mano à mano. Et évidemment sur la fin de course, mais vraiment sur les derniers 200 mètres, eh bien elle a lâché une attaque de coureuse de piste. Et donc elle a déposé tout le monde et elle a gagné la course en 2h18. C'est monstrueux ce qu'elle a fait, vraiment c'est monstrueux. Et à mon avis ça, voilà, on tient peut-être une future pépite sur marathon. Est-ce que sur Paris 2024 elle sera sur le marathon ou sur la piste? Eh bien ça, j'ai envie de dire, l'histoire nous le dira. Chez les garçons, eh bien, c'est Kelvin Kipton qui a remporté la course avec un chrono, tenez-vous bien, de 2h01:25, à savoir qu'il était quand même parti sur des bases de 2h03 et qu'il a complètement accéléré. En fait, il a fait un dernier 10 km de folie. Je crois que son dernier semi, il a couru en moins de 1 heure. Donc là, c'est même plus du négatif sprint, c'est du monde parallèle sprint. Et cet athlète, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il a remporté le marathon de Valence. Et aujourd'hui, en tout cas selon moi, c'est probablement le marathonien le plus performant. Oui, vous m'avez entendu, devant Eliud Kipchoge, parce que croyez-moi, faire ce chrono-là dans ces conditions de course avec ce négatif sprint sur le parcours londonien, il a fini à quelques secondes du record du monde. Pour moi, c'est une performance stratosphérique. Je pense que ça va clairement être le rival d'Eliud Kipchoge sur Paris 2024. Si évidemment il arrive à maintenir ce niveau de performance, on sait que chez les Kenyans, quelquefois quand ils commencent à gagner, ils s'entraînent un petit peu moins, ils commencent à faire un peu la fête. On l'a déjà vu notamment avec Kimeto, qui a battu un record du monde et puis après qui a complètement disparu des tablettes. Mais s'il arrive à être aussi régulier, aussi sérieux qu'Eliud Kipchoge, clairement c'est le prochain, c'est la prochaine machine sur marathon. Donc athlète à suivre, retenez bien son nom, Kelvin Kipton, parce qu'à mon avis vous allez beaucoup entendre parler de lui. Je viens à l'instant de quitter la folie de cette finish line. Ce que je vous propose, c'est d'aller retrouver une finisheuse, une Française qui vient à l'instant de terminer ce London Marathon. Elle s'appelle Marine, alias Cours Petite Tomate sur les réseaux sociaux. Elle est assez active notamment sur Instagram. Et elle va nous parler de cette édition, du parcours, comment est-ce qu'elle a trouvé l'ambiance. Elle va débriefer un peu avec nous de la course. Moi, j'ai plein de questions à lui poser. Et comme ça, on en saura un peu plus sur ce parcours vu de l'intérieur. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec elle. Salut Marine, félicitations puisque je vois que tu portes fièrement cette médaille du marathon de Londres. Est-ce que tu peux me la montrer? Je vais la décrire à nos auditeurs. Elle est plutôt belle, plutôt stylisée avec écrit en braille 2023 marathon de Londres. Enfin, je lis pas le braille, mais j'imagine que c'est ça. Plutôt élégante. Est-ce qu'elle te plaît cette médaille? Est-ce que tu es fière de la porter aujourd'hui? Oui, très fière. Je pense que c'est une de mes plus grosses médailles. Et ouais, je suis allée la chercher quoi. Tu es allée la chercher. Alors, tu avais prévu, je crois, moins de 3h15. Est-ce que l'objectif est atteint aujourd'hui? Alors, je me suis entraînée avec mon entraîneur sur des bases de 3h15 et parfois j'allais un tout petit peu plus vite sur les entraînements. Donc oui, ça a été respecté. J'ai fait 3h14 et je sais plus, 20 ou 30 secondes. Donc c'est juste, mais ça y est, l'objectif a été atteint. Alors, le marathon de Londres, moi, tout le monde m'a dit, tu vas voir Guillaume, c'est un marathon exceptionnel. L'ambiance, elle est complètement folle. Est-ce que toi, tu confirmes? Est-ce que l'ambiance, elle est si incroyable que ça? L'ambiance est incroyable. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Après, j'en ai fait que 3. Mais vraiment, pour avoir fait celui de Rotterdam, qui apparemment avait déjà beaucoup d'ambiance, où j'étais déjà très contente d'avoir couru là-bas. Là, il y a du monde partout. Et il y a vraiment énormément de monde. Mon copain m'a suivi sur la course et je me suis dit, je ne vais pas entendre ces encouragements tellement qu'il y avait de monde et de bruit partout. Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être la seule chose que je peux comparer, ce serait le marathon de New York. Mais vraiment, pour moi, c'est certainement le marathon européen le plus dingue. Les moyens sont assez incroyables avec des écrans partout, de la logistique. C'est impressionnant, des barrières partout. C'est vraiment impressionnant de voir ça.
Et ce parcours alors, est-ce qu'il est propice à la performance? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai qu'au départ, j'ai l'impression que ça part vraiment avec une descente quand même. C'est un toboggan le départ et des virages quand même pas mal en épingle. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai lu le parcours. Un parcours, on peut parfait, la preuve, tu as parfait, mais quand même avec quelques petits pièges. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, totalement. Au départ, je suis partie assez rapidement, mais au final, après, j'ai trouvé mon rythme. À partir du 25e, 30e kilomètre, j'ai commencé à trouver mon rythme, mais sinon, c'était un peu plus compliqué avant. Et oui, en fait, il y a beaucoup de virages à certains endroits, et ça ressemble à certains semi-marathons que j'ai déjà fait, où ça monte et ça descend, il y a des tunnels. Donc voilà, il y a quelques dénivelés, mais après, c'est un parcours quand même assez roulant, on va dire. Ses points forts, on dit souvent que c'est les monuments, ils traversent vraiment toute la capitale londonienne. Quels sont selon toi les points forts de ce parcours? Moi, j'ai beaucoup aimé Tower Bridge. Vraiment, je pense que ça a été un moment, vraiment où j'avais envie de pleurer, j'arrive presque plus à respirer parce que c'était un des meilleurs moments, je pense, de la course. Il y a énormément de monde et puis c'est un monument mythique. Et également à la sortie en fait de ce pont, on a croisé en fait de l'autre côté les pros et on a croisé Mo Farah à ce moment-là également. Donc voilà, c'était un super moment aussi et tout au long du parcours en fait, il y a tellement d'encouragement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et les conditions météorologiques, Marine, est-ce que tu n'as pas trop souffert de cette petite pluie? C'est vrai qu'au départ, il y avait presque, j'ai envie de dire, un petit soleil, mais après, ça s'est malheureusement gâté. Ouais, j'ai regardé la météo pas mal de fois hier et au final, c'était de mieux en mieux. Donc je me suis dit parfait, on va pas avoir de pluie, ça va être nickel. Je suis sortie de la tente pour aller à ma vague et à mon sas et au final, je me suis rendu compte qu'il pleuvait, il commence à pleuvoir et il a plu sur tout le départ. Et au final, après, ça m'a pas tellement gênée. J'y ai même pas pensé. C'est de la petite pluie. C'était pas des averses énormes. Il y avait quelques flaques. Oui, bien sûr, j'avais les pieds mouillés, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la pluie, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. C'est plutôt le vent qui peut poser problème. Mais la pluie, finalement, on l'oublie. Voilà. Ouais. Comme tu le dis, il va avoir les chaussures, il va avoir cette problématique-là. Mais sinon, très vite, on va l'oublier, la pluie. Donc, s'il fait pas trop froid, s'il n'y a pas trop de vent, voilà, ça rafraîchit même un petit peu. C'est pas forcément très, très dérangeant. Est-ce que ça t'a donné envie alors de poursuivre cette aventure sur marathon? Je crois que tu es en club, donc peut-être que là tu vas faire les interclubs, je ne sais pas ce que tu prévois, mais est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre? Est-ce que ça t'a donné aussi envie de revenir? Pourquoi pas peut-être un jour à Londres, reprofiter de ce spectacle? Parce que pour moi, c'est encore une fois, en tout cas de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est l'un des marathons les plus extraordinaires. Moi, ça me fait rêver, quoi. S'il y a bien un marathon là que j'ai envie de faire, c'est bien le marathon de Londres. Est-ce que toi, tu as envie d'y revenir? Oui, j'ai envie d'y revenir. Après, je pense que j'ai tellement une liste de marathons à faire. Il y en a tellement dans ma liste que je ne sais pas si je reviendrai maintenant. Et puis, c'est assez compliqué également pour être prise au marathon de Londres. Mais en tout cas, c'est une super expérience. Et je pense également, pourquoi pas, m'orienter sur les majors. Et peut-être quelques marathons un peu plus petits pour laisser la place en fait par exemple au marathon de Rotterdam. Donc voilà, je pense toutes sortes de marathons et après l'été ce que je vais faire, moi je passe sur du trail pour repartir ensuite sur du cross l'hiver puis de la route en début d'année. Bon, un très très beau programme, très très diversifié, donc ça va, on voit que tu sais te faire plaisir en courant. Tu le recommandes du coup à nos auditeurs ce marathon? Faut pas hésiter, faut venir ici si on a la possibilité évidemment, même si c'est très dur d'avoir un dossard. Si on a cette opportunité-là, il ne faut pas hésiter, quoi. Oui, puis il est mythique et je pense que pourquoi pas ne pas tenter l'expérience, du moins en fait s'inscrire au tirage au sort pour ce marathon. Et puis après, on voit si on est pris et je pense que c'est une des meilleures expériences en tout cas sur marathon qu'on peut vivre. Merci beaucoup Marine, je ne vais pas te déranger plus longtemps parce que maintenant, place à la récupération. Exact. Profites-en, repose-toi bien. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Manu du site Wanna Run. Je ne sais pas si tu connais Manu du site Wanna Run, mais voilà, il a toujours plein de bons plans. Et là, il va nous parler justement de l'économie derrière ces grands marathons. Qu'est-ce que ça implique d'être partenaire d'un grand marathon? Et il va nous parler aussi des produits phares de cette édition 2023. Donc écoutez, je vous propose qu'on le retrouve tout de suite. À tout de suite avec Manu. Salut Manu, comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de parler un peu du marathon de Londres puisque j'ai eu la chance de le courir au mois d'octobre. Donc voilà, c'est d'excellents souvenirs et vraiment, je pense que pour l'instant, c'est un des plus beaux marathons que j'ai couru.
En tout cas, cette année, on a eu le droit à une très très belle édition. Et d'ailleurs, j'ai pu constater à quel point le marathon de Londres était très bien organisé et très fort au niveau marketing, hein, il faut bien le reconnaître. Manu, toi qui es spécialiste un peu de l'économie du sport, est-ce que c'est un enjeu important pour les équipementiers d'être partenaires de ces grands événements? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être donné. Ouais, effectivement, quand on parle de grands marathons, eh ben, c'est des courses hors normes. En termes d'image, c'est extrêmement intéressant pour les marques, puisqu'il y a, bien sûr, il y a les 30, 40, 50 000 coureurs qui vont se déplacer avec leur famille. Mais après, on a, à Londres, on estime à, je crois, 2 millions de spectateurs tout au long de la course. Et sans compter les millions de téléspectateurs, puisque maintenant, c'est quand même des courses qui sont retransmises dans pas mal de pays. Donc effectivement, les partenaires se bousculent un petit peu pour accompagner ces grands marathons. Et souvent, c'est des contrats donc sur plusieurs années. C'est des contrats qui se chiffrent en millions d'euros, hein. Je crois que sur Londres, c'est entre 1 et 3 millions d'euros. D'ailleurs, alors, petite anecdote, hein, tu sais que j'aime bien. Quel a été le premier, on va dire les 2 premiers partenaires du marathon de Londres? Est-ce que tu as une idée? Bon, ouais, je dirais Adidas comme ça, parce que c'est quand même historiquement, c'est l'équipementier peut-être le plus ancien. Et non, en fait, c'était pas du tout une marque sportive, puisque la première marque qui a été partenaire du marathon de Londres, c'était Gillette. La Les marque rasoirs, de quand même. rasoir, ouais, tout à fait. Et le deuxième a été Mars. Donc voilà, on n'est pas vraiment dans la nutrition sportive, mais voilà. Les bars, là, tu parles de Mars, les bars Voilà, alimentaires. Mars, effectivement, c'est un acteur de l'agroalimentaire plus que de la nutrition sportive. C'est vrai que c'est surprenant de voir Mars partenaire du marathon de Londres. En tout cas, les temps ont bien changé. Et sur le marathon de Londres, c'est New Balance qui est partenaire, comme sur le marathon de New York finalement. Et du coup, ça, j'avais pu le constater au marathon de New York, c'est qu'il y a énormément d'objets dérivés à l'effigie du marathon de Londres. On va retrouver des t-shirts, des mugs, des gourdes, des survêtements, des chaussures. Enfin, c'est Disneyland. Ouais, effectivement. Bah après, les partenaires, ils sont très importants dans l'économie de course parce qu'il y a énormément de coûts. Donc, il faut voir aussi ça. C'est sûr que le coureur paye un dossard, mais ça ne suffit pas en général à équilibrer la balance, on va dire. Alors, à ton avis, quels sont les postes de dépenses les plus importants? Donc, j'ai fait un top 3 des postes de dépenses sur l'organisation d'un marathon. Comme ça, le premier, je pense que c'est la sécurité, parce que j'imagine que voilà, assurer la sécurité sur 42 km 195 dans un milieu urbain, ça doit coûter quand même assez cher. Je pense après, tu as peut-être tout ce qui est ravitaillement, ça doit coûter quand même aussi un petit peu de sous. Et je sais pas, après peut-être les médailles, ce genre de choses, quoi. Alors effectivement, t'es plutôt pas mal, hein, puisque dans le top 3, donc on a la logistique. La logistique, bon bah tu l'as dit, les ravitaillements, mais c'est la logistique, c'est la mise en place en général qui a lieu la nuit avant. Donc c'est un travail colossal parce que effectivement tu peux pas bloquer Londres une semaine avant pour commencer à mettre les barrières et tout ça. Et donc effectivement il y a des énormes coûts de logistique puisque en plus c'est du travail de nuit et tout ça. Bon vraiment c'est colossal. Ensuite, tu as effectivement, tu l'as dit, c'est les secours et la sécurité. Mettre des barrières tout au long. Sur le retrait des dossards, il y a plein de contrôles, etc. Donc ça, c'est vraiment colossal. Et puis, alors c'est, on va dire peut-être une spécificité française, mais il faut savoir que les sociétés qui organisent les marathons, quand elles vous vendent un dossard, c'est des sociétés, donc elles doivent rendre la TVA à l'État. Donc en fait, quand vous payez un dossard 120 €, et ben, il y a 20 € de TVA qui sont collectés et qui sont redonnés à l'État. Donc, on paye aussi un petit peu le bien commun en payant nos dossards. Oui. Puis il y a quand même je pense qu'il y a quand même un service public. Il y a les forces de l'ordre de l'État qui participent aussi à l'organisation de ces marathons. Et donc, c'est tout à fait normal, vu que les organisateurs profitent du service public qui payent la TVA au même titre que les autres entreprises. Voilà. Du coup, on parlait tout à l'heure de New Balance qui était partenaire. Quelles chaussures justement ont été mises en avant cette année? Quelles sont un peu les chaussures un peu fétiches de cette édition 2023 du Marathon de Londres? Alors ouais, effectivement, je vous ai ramené donc 3 produits New Balance. Alors c'est vrai que New Balance est revenu vraiment sur les grands marathons en 2017, puisqu'ils ont pris effectivement le partenariat du marathon de New York, hein, donc le premier ça a été en 2017.
C'était ASICS qui avait le partenariat avant. Et à Londres, même chose, ils ont pris le partenariat à Adidas, comme quoi il y a vraiment une loi de l'offre et de la demande, le running étant un marché porteur. Et effectivement, donc pour rentabiliser, les équipementiers produisent des éditions spéciales. Alors, c'est des vrais produits de leur gamme qui sont redesignés spécialement pour le marathon. Donc, chez New Balance, cette année, il y a 3 produits phares qui ont été redesignés spécialement pour Londres. Il y en a un, c'est vraiment l'objet collector par excellence de tout marathonien qui se respecte. Et en général, quand on va faire un marathon à l'étranger, c'est en général ce qu'on ramène. Est-ce que tu as une idée de... C'est la veste. C'est la veste. Voilà, c'est vraiment... La veste, on la voit partout, sur tous les coureurs dans la ville. Ça, à Boston, ça m'avait aussi marqué, mais là, à Londres, vraiment, la veille du marathon et le lendemain du marathon, vous voyez plein de gens avec la veste vraiment officielle. Et ça met de l'ambiance et c'est ce qui manque aussi, je trouve, à Paris. On n'a pas ce côté-là. Vraiment, dans toutes les rues, les bars, les restaurants, vous avez des coureurs et des coureuses avec la veste. C'est génial. C'est génial. Voilà, moi, j'adore. Alors, par contre, coup de gueule, parce que souvent, elle est très, très chère. Des fois, on dépasse les 100 euros. Écoute, tu vas être content puisque effectivement New Balance, donc ils ont une veste aussi spéciale marathon de Londres. Et en fait, c'est la veste, ce que je disais tout à l'heure, c'est la veste coupe-vent de la gamme. Donc c'est une veste qui a tous les éléments, on va dire classiques, imperméabilité et puis respirabilité. Donc c'est la veste qui s'appelle Impact Run. Vous pouvez la trouver dans les gammes au même titre que d'autres produits. Et celle-là, alors il y a un superbe design qui est extrêmement moderne, je trouve, très printanier. Il y a des feuilles blanches sur un fond noir. Elle est vraiment chouette et elle ne coûte que 95 €. Donc tu seras content parce qu'on est en dessous de la barre des 100 €. Et alors et ce modèle, il y a une petite astuce. Vous pouvez la plier dans une poche et la transformer en tout petit sac banane. Donc si vous partez sur le marathon de Londres et qu'il pleut un petit peu, hop, vous pouvez la mettre et puis au bout de quelques kilomètres, si le soleil apparaît, hop, on le met en petit sac banane et puis tout va bien. Et au niveau des chaussures alors ? Alors les chaussures, ils ont fait un petit peu, quand on regarde la gamme New Balance, il y a 2 modèles emblématiques qui représentent aussi 2 technologies de semelles. Donc il y a la 880 et la SC Elite. Donc c'est deux modèles qui sont construits donc autour d'une semelle intermédiaire. Vous savez que la semelle intermédiaire, c'est l'élément central de la chaussure, c'est ça qui fournit l'amorti, la réactivité, etc. Donc la 880, elle est équipée de la semelle Fresh Foam X. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est très confort, très amorti. On est plutôt dans un modèle assez classique de chaussures. C'est vraiment la 880, c'est la 13e version, donc elle a été vraiment très améliorée. On a une semelle d'usure qui va vraiment tenir le choc sur la longueur et vous allez pouvoir faire pas mal de bornes avec. Et la deuxième, donc, c'est la SC Elite. Donc là, c'est le modèle plaque de carbone et avec cette nouvelle mousse assez tendre et réactive. Donc, la mousse s'appelle Fuel Cell. Et vraiment, ça c'est souvent on parle des grandes marques et puis Vaporfly et puis Adizero, mais en fait New Balance a des technologies équivalentes et tout aussi performantes, voire plus. Moi j'ai couru en semelle Fuel Cell le marathon de Londres l'an dernier et vraiment c'est des modèles que j'apprécie vraiment, quoi. Effectivement, New Balance, c'est des chaussures de haute performance. Historiquement, ils sont présents depuis très, très, très longtemps. Je crois que c'est historique le running chez eux. Donc, ils savent très bien faire des chaussures. Et moi, j'apprécie aussi beaucoup le côté design parce que je trouve que il y a toujours un effort qui est fait pour avoir des chaussures assez originales. Donc, performance, originalité, technologie, souvent, c'est les ingrédients qui plaisent aux coureurs. Niveau poids et niveau prix, est-ce que c'est des chaussures quand même assez légères, confortable et accessible, Manu? Ouais, on est dans les prix du marché, c'est plutôt c'est toujours un petit peu délicat de parler de prix puisque chacun a un budget différent. Et donc alors la 880, donc c'est un modèle assez accessible, 160 € pour 276 grammes en 42. Donc c'est vraiment
la valeur sûre, confortable et tout. Et la SC Elite, alors là, on est sur 216 grammes en 42, donc c'est vraiment ultra léger. Semelle assez épaisse, mais on est toujours en dessous des 4 cm, les fameux 4 cm d'homologation de la performance. Et vraiment, donc là, on est sur 240 €. Alors, c'est vraiment... Ouais, mais bon, il y a des modèles beaucoup plus chers dans d'autres marques, je ne cite pas, mais voilà, tu sais que le plafond est toujours plus cher. Après, c'est quand même, c'est quand même des prix. Voilà. Bon, après, voilà, moi j'invite vraiment ceux qui veulent se faire plaisir et qui ont envie de faire une performance d'essayer une fois ce type de semelle là, franchement, parce qu'il y a un effet coup de fouet. Il faut essayer ce type de produit. Vous pourriez être surpris par le petit coup de fouet que ça peut donner. Merci infiniment Manu pour toutes ces informations. On en sait toujours un peu plus grâce à toi et c'est toujours appréciable. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi pour la capsule du vendredi et dès lundi pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Salut Manu. À bientôt, salut. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.